Madame Guilbeault, bonsoir. Bonsoir, Mme Lacombe. On vient d'entendre le maire Gilles Lehouillier. C'était un de vos alliés dans ce projet-là. On sent qu'il y a un bris de confiance avec le maire Lehouillier, avec des électeurs de la Rive-Sud, la Pelletrie également, au sein même de votre caucus et certains élus aussi de la Rive-Sud. Aujourd'hui, votre parole, elle vaut quoi? Bien, d'abord, l'introduction que vous faites, elle est vraie dans le sens où on a senti beaucoup de déception aujourd'hui. Et quand j'ai fait l'annonce ce matin, j'ai commencé en disant que c'était une décision très difficile, une journée difficile pour mes collègues, pour nos citoyens aussi. On en a plusieurs qui sont déçus sur la Rive-Sud, sur la Rive-Nord, et dont le maire de Lévis. J'ai écouté comme vous là, sa réaction aujourd'hui. Donc, ça a été une décision très difficile. Comme vous savez, ça faisait des mois qu'on disait qu'on attendait les données à jour. Et donc, au moment où on les reçoit, quand on les regarde, et je les ai présentées ce matin, comme vous savez, j'ai rendu tout public, toutes les études, les rapports et tout ça, tout est public. Et on voit que les temps de parcours ont diminué. On voit aussi que les coûts étaient rendus très élevés, 9,5 à 10 milliards. On voit aussi que la manière dont les gens se déplacent post-pandémie, la pandémie a laissé des traces dans nos vies. Évidemment, il y a beaucoup de télétravail, on se déplace différemment, des moments différents. Les lundis, les vendredis, souvent, on reste à la maison. Alors, ça fait en sorte qu'au moment où on se parle, il n'y a plus de nécessité pour un projet routier, mais il y a quand même une nécessité de connecter nos centres-villes. Donc, de faire un troisième lien qui sera du transport collectif et qui pourrait être très moderne et attractif, contrairement à ce qu'on a eu jusqu'à date, qui se résumait à des autobus dans nos deux régions. Lors des dernières élections, il y a 6 mois, vous aviez dit que ça va être une décision politique, peu importe le résultat des études. Pourquoi alors cette décision politique? La pandémie a changé tellement de choses, pas juste en transport, là, en santé, on a les mêmes incidences aussi sur le réseau. La vie est différente depuis la pandémie. C'est pour ça que toute l'année dernière, incluant tous les jours pratiquement de la campagne électorale, où le premier ministre s'est fait poser la question « Où sont les études sur le troisième lien? Qu'en est-il des informations sur le troisième lien? » Et on dit « On les met à jour à la lumière de la pandémie. » Et pour avoir un échantillon représentatif de moyenne de toute l'année 2022, qui est la première année où on s'est vraiment sorti de la pandémie puis on pouvait vivre relativement normalement, on les a eues début 2023. Et ces données-là nous indiquent que les choses ont bel et bien changé, que les parcours prennent moins de temps, qu'il y a moins de temps d'attente sur les ponts et que les heures de pointe, il y a les mêmes heures de pointe, mais il y a moins de gens aux heures de pointe. Donc, tout ça ensemble fait en sorte que il faut prendre une décision qui est responsable, qui est pragmatique. Ce sont des coûts importants avec un achalandage qui est moindre. Alors, c'était la décision responsable, mais très difficile à prendre. Dans vos propres études, on voit que le télétravail ne devrait pas avoir, ou c'est difficile de voir quel est l'impact réel sur la circulation routière également pour l'achalandage en transport en commun. On n'a rien à savoir ce sera quoi l'achalandage dans ce futur lien de transport en commun-là. La seule chose que j'ai vue, c'est qu'actuellement, il y avait 1500 transports d'une rive à l'autre et que vous vous attendez en 2036 à ce que ça double ou presque le 3400. Est-ce que 3400, c'est suffisant pour un investissement aussi élevé? Et c'est un projet qui est prospectif. Et pour l'achalandage du transport collectif, c'est sûr que c'était difficile à quantifier dans le sens où, à l'époque, puis le bitube qu'on a annoncé l'an dernier, c'était 2 tubes, donc un dans chaque sens. Et il y avait un mélange là-dedans de routiers et de transport collectif. Donc, vraisemblablement des voitures avec des autobus parce qu'ils devaient partager les mêmes voies. Mais avec un tunnel de transport collectif, je le disais, on peut avoir quelque chose de complètement nouveau dans la capitale nationale, Chaudière-Appalaches, où on a toujours eu juste des autobus qui font le détour par l'ouest. Ce qui fait que quand on regarde les chiffres, les temps de parcours en transport en commun sont très, très, très élevés. Donc, on pourrait gagner jusqu'à 71 de temps avec un transport collectif efficace via un tunnel centre-ville à centre-ville. Alors, quand on va faire nos analyses, et là, moi, je vais en être rendue, la prochaine étape, ça va être de vous présenter le tracé précis et de vous présenter le mode, ce qu'on va mettre dans ce tunnel-là, et on peut mettre littéralement ce qu'on veut. On peut rêver à du vrai transport collectif efficace, attractif, qui va convaincre les gens de l'utiliser. Et à ce moment-là, bien, on en saura plus sur les projections d'achalandage. Évidemment, moi, je veux prendre ce qui va attirer le plus de gens et qui aura le plus de retombées économiques en matière de développement d'aménagement. Votre message aux automobilistes qui sont déçus aujourd'hui que vous n'ayez pas une solution à moyen terme pour réduire la congestion. On parle notamment de la vie du pont Pierre-Laporte. Depuis 1989, il est saturé. Et votre collègue, il y a 1 an, était ici sur ce plateau face à moi et il me disait qu'il faut un troisième lien pour sécuriser le réseau parce qu'on ne peut pas prédire la longévité du pont Pierre-Laporte. C'est quoi votre vision à long terme pour justement la fluidité, notamment pour l'avenir du pont Pierre-Laporte?
Le pont Pierre-Laporte fait l'objet d'un plan d'entretien, d'inspection d'entretien très, très serré, rigoureux et ciblé. On a vraiment un plan spécifique pour le pont Pierre-Laporte. Vous le savez, il y a régulièrement des travaux dessus. Il y a eu les 40 suspentes et il y a toutes sortes d'entretiens qui se font sur le pont Pierre-Laporte, si bien qu'on peut le prolonger encore. Il demeure vrai qu'il ne sera pas éternel. Puis après, ce ne sera plus moi la ministre des Transports, mais il est bon un combien de jour, temps il va encore, falloir vous le pensez? remplacer. Bon, on peut le prolonger encore quelques décennies. Donc, la réalité, c'est que il y a eu beaucoup plus de congestion à une certaine époque sur les ponts avant qu'on connaisse une pandémie. Quand tout le monde allait travailler du lundi au vendredi, de 8h30 à 4h30, que tout le monde avait un peu la même vie uniforme, et c'était systématique, là, les heures de pointe. Et c'est vrai qu'il y avait du trafic. Moi, j'ai grandi sur la Rive-Sud, j'habite sur la Rive-Nord, je sais très bien de quoi on parlait, mais la vie est très différente. On l'observe, pas juste à Québec, partout. Les habitudes de vie sont différentes, les déplacements sont différents, c'est différent sur le réseau. Les déplacements d'est en ouest sont plus élevés qu'avant, nord-sud sont moins élevés qu'avant. Alors, il y a des changements dans les habitudes de vie, mais avec une offre de transport structurant, collectif très structurante, très attrayante, moi, je pense qu'on peut franchir un nouveau pas en mobilité dans la capitale, connecter nos centres-villes et aspirer à rivaliser avec les autres grandes villes qui veulent se développer et avoir un aménagement optimal. Merci, Mme Guilbeault, d'avoir été avec nous. Merci à vous.